2023 a quand même été une sacrée année cinéma. Bonjour à tous, c'est Lucho, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve enfin aujourd'hui pour ma vidéo Top Film 2023, mon classement des meilleurs films de l'année dernière. Alors petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. La vidéo que vous vous apprêtez à voir va de pair avec la vidéo Flop Film 2023, le classement des films que j'ai moins aimé l'année dernière, qui est sorti en décembre, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en description ou dans la petite fiche qui apparaît quelque part en haut. Petite explication sur mon classement, j'ai été 120 fois au cinéma l'année dernière et pour réaliser ce top film, j'ai seulement pris en compte les films qui étaient sortis en France entre janvier et début décembre 2023. Donc ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas certains films, c'est juste qu'ils sont hors limite ou que je les ai pas encore vus à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans tous les cas, un seul réflexe si vous voulez mon avis sur un film quel qu'il soit, allez voir sur Instagram, OneLuchShine, j'y poste mes petits avis sur les films que je vais voir. On se retrouve là-bas si vous voulez plus d'avis cinéma de ma part, évidemment. Je pense avoir tout dit, vous connaissez la musique, place maintenant au top film 2023, les 10 meilleurs films de l'année dernière, selon moi. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Je commence tout en douceur avec une comédie française, comme quoi tout est possible. À Paris, dans les années 30, une comédienne est accusée à tort du meurtre d'un producteur et va trouver dans cette affaire une voie vers le succès et la gloire. Réalisé par François Ozon, Mon crime est un drôle de film au ton très théâtral. C'est à la fois la qualité et aussi le défaut du film, parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que je trouvais qu'il y avait un surjeu permanent, une exagération aussi permanente, mais c'est finalement un plaisir de suivre cette histoire d'amitié et d'émancipation féminine aux thématiques très actuelles. J'ai aussi envie de saluer l'écriture de ce film, mais aussi tous ces personnages secondaires haut en couleur. Je pense à Isabelle Huppert, je pense à Danny Boone en sudiste, qui est assez formidable. Bref, j'ai passé un très bon moment devant Mon crime. Passons maintenant à la 9e place. Dans ce premier volet, D'Artagnan arrive à Paris pour rejoindre le corps des mousquetaires et se retrouvera au cœur d'une véritable guerre politique. Les trois mousquetaires d'Artagnan, c'est tout simplement du grand spectacle de KPDP. C'est très dynamique, c'est aussi même très impressionnant à certains moments, avec tout un travail de la caméra épaule et du plan séquence. Alors certes, tout n'est pas parfait, je pense notamment au travail de la lumière ou encore aux scènes d'action qui sont un peu confuses ou peu valorisées par le montage, mais cela n'empêche que Les Trois Mousquetaires d'Artagnan est un film passionnant. Et cela pour deux raisons. La première, c'est l'histoire, ce complot, cette guerre politique entre catholiques et protestants avec de multiples péripéties qui est très intéressant à suivre. Et le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, c'est le ton général, avec des dialogues ciselés, fins, de vrais punch-line romanesques, et puis comment ne pas parler de Louis Garrel en roi qui est tout simplement formidable. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, c'était un projet ambitieux, c'est finalement un projet réussi. Enfin, à moitié, car le deuxième opus, Milady, fonctionne un peu moins bien à mon sens, mais cela n'empêche que c'est une 9e place très méritée pour les Mousquetaires, et pour la 8e place, je vais devoir me changer. Et oui, un film Marvel et ça me fait plaisir d'avoir un film du MCU dans ce top. Dans cette nouvelle aventure, notre bande va devoir sauver Rocket et faire face au maître de l'évolution. Alors scénario classique de film de super-héros, mais ce que je retiens surtout de cette nouvelle aventure, c'est la très bonne gestion de l'émotion. Le film est toujours aussi efficace dans son humour, c'est son point fort, que cela soit par ses répliques ou par ses personnages naturellement comiques, mais joue aussi sur la tristesse et l'émotion, avec toute l'histoire autour du personnage de Rocket et la question de la maltraitance animale. Je vais en revanche avoir quelques réserves sur la gestion du rythme. Les flashbacks ne sont pas suffisamment bien intégrés et il manque à mon sens une pointe de tragique ou d'épique dans le final pour que ça soit totalement convaincant. Pour le reste, c'est un excellent divertissement, toujours aussi inspiré dans ses visuels, dans ses scènes d'action et qui en plus arrive à refermer l'arc narratif de tous ses personnages de manière satisfaisante. La trilogie se referme donc avec brio. Ciao James Gunn. Une bonne mort n'arrive qu'après une bonne vie. Waouh! Quel choc! Nous sommes devant un très grand film d'action avec ce John Wick chapitre 4, et pourtant l'histoire est assez simple. John Wick va tenter de vaincre une organisation criminelle et va tuer plein de méchants pendant presque 3 heures.
Mais on s'en fiche que ça soit simple, parce que l'action est folle, l'action est formidable. Concrètement, le film s'organise autour de 3 lieux, 3 destinations où l'action va vite de manière ininterrompue. Alors peut-être que les scènes d'action sont trop tirées en longueur, mais pour autant on s'ennuie jamais, parce que l'action est sublimée par les décors, par la musique, par la mise en scène, par tout un travail sur les couleurs ou la lumière. Alors que demander de plus, me direz-vous? Ben justement, dans le dernier acte, alors que je m'attendais plus à rien de particulier, le film me sort le truc de ouf, la scène de l'année, un plan séquence, plan zénithal dans un vieil hôtel parisien. C'est époustouflant, chapeau John Wick. La trappe, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Et non, je ne suis pas passé à côté de la révélation française de l'année. Nous sommes dans un monde où une mutation transforme certains humains en animaux. La mère d'Émile est touchée et envoyée dans un centre de soins. Émile et son père déménagent donc dans le sud pour la suivre. Alors ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, c'est que c'est un formidable mélange des genres, de tons et de thématiques, un vrai numéro d'équilibriste qui ne tombe jamais et qui réussit tout ce qu'il entreprend. Évidemment, l'aspect fantastique est très présent, avec de très bons effets spéciaux d'ailleurs, mais c'est du fantastique dans un univers ultra réaliste, presque palpable, qui vogue aussi vers le conte, vers le film d'adolescent ou même vers le drame. Vous l'aurez compris, c'est ce mix que j'adore dans Le Règne animal, un film qui alterne l'humour, la tension ou la peur, qui nous parle autant de passage à l'âge adulte que d'écologie ou d'identité, et qui développe aussi une très belle relation père-fils avec le duo Romain Duris-Paul Kircher. C'était sans aucun doute la révélation française de l'année. Le film a d'ailleurs très bien marché au box-office, place maintenant au top 5. À la suite d'une tuerie de masse aux États-Unis, une chasse à l'homme est menée pour retrouver le coupable. Eleanor, une policière mentalement instable, va se retrouver au cœur de l'enquête. Misanthrope est un thriller fascinant et haletant qu'il faut absolument que vous voyiez. Et pour vous convaincre, j'ai vraiment envie de souligner 2 points. Le premier point, c'est l'intelligence avec laquelle le film arrive à déployer un discours et un portrait assez glaçant de la société américaine, s'intéressant tant au jeu de pouvoir constant qu'il y a entre les hommes, qu'au rapport de hiérarchie ou même au rôle des médias. C'est donc très prenant, d'autant plus que la réalisation est impeccable et c'est justement mon deuxième point. Ce film est en effet très bien réalisé, avec une attention particulière apportée à la lumière, aux éclairages urbains, mais aussi aux plans, qui sont très réfléchis, très détaillés, avec du travelling, des plans inversés, des plans aériens. Une vraie réussite donc qui me fait oublier la fin, j'ai en effet un peu plus de mal avec un acte final que je trouve un peu décousu et un discours du coupable un peu moins abouti. Il n'empêche que Misanthrope est un très beau 5e, place maintenant au 4e. Mukava asunto. Alors gros changement d'ambiance avec ce film finlandais, la rencontre entre une caissière et un ouvrier, 2 célibataires solitaires d'Helsinki. Alors clairement, et je le sais, nous sommes sur une proposition qui de prime abord peut paraître un peu déprimante, c'est lent, il y a peu de dialogue en plus, mais derrière cette austérité apparente, il y a surtout un beau film, très délicat dans sa mise en scène et sa manière de montrer à l'écran par un simple geste, un simple regard, un simple sourire, une relation naissante et qui accumule pourtant les occasions manquées. Les Feuilles Mortes est un film profondément humain et touchant. Nous avons 2 personnes broyées par la vie, par leur environnement, la précarité, la solitude, l'alcoolisme, le capitalisme même, qui vont tomber amoureux et se retrouver avec le cinéma comme point de repère. Derrière la mélancolie de la vie se cache donc l'espoir et cette proposition de style a totalement fonctionné chez moi. Un très beau film que je vous conseille donc et place maintenant au podium. Ai-je besoin de vous présenter ce film, Oppenheimer, le biopic réalisé par Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique. C'est tout simplement excellent et il me faudrait beaucoup de temps pour développer en quoi c'est un grand film. J'aurais pu vous parler du casting 5 étoiles, du travail sur le son ou sur l'esthétique, mais j'ai surtout envie de revenir sur le scénario que je trouve tout simplement bluffant,
cette construction en deux récits entremêlés, deux timelines différentes. J'ai eu quelques problèmes avec ça justement dans la première partie parce que je trouvais que c'était un peu confus, qu'on comprenait pas vraiment la direction que prenait l'ensemble, mais petit à petit les deux récits s'imbriquent, se répondent même et finissent par aboutir au même point et nous offrir une belle conclusion. Et tout ça, je l'ai pas dit, mais sans jamais être ennuyant, malgré la durée du film et l'aspect un peu technique de certains dialogues. Il y a donc une vraie maîtrise de l'écriture et le film est super intéressant, le sujet évidemment aide bien, d'autant plus qu'on se place du côté d'Oppenheimer, on se place dans la tête de cet homme torturé et tourmenté. Bref, Oppenheimer est un très grand film qui remporte évidemment largement le Barbenheimer de cet été, place maintenant au top 2. 今を生きるための力にもなるんだと。Sans doute le film le moins connu de ce top 10, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour la famille Asada. Inspiré d'une histoire vraie, le film suit Masashi dans son rêve de devenir photographe de Tokyo jusqu'à la côte ravagée par le tsunami de 2011. Le film dégage une vraie tendresse, un vrai amour pour ses personnages, et notamment pour son personnage principal, Masashi, qui peut être à la fois très lâche et idiot, mais en même temps généreux et bon, et on finit par avoir de l'empathie pour lui. C'est la grande force de ce film, de réussir à nous faire passer par toutes les émotions, de l'humour en première partie, même beaucoup d'humour d'ailleurs, jusqu'à la tristesse et aux larmes en seconde partie. Et en disant ça, je pense notamment à une scène à la fin qui est d'une puissance narrative bouleversante. Mais la famille Asada, ce n'est pas juste un concentré de sensiblerie, c'est surtout un hommage à la photographie, à son rôle mémoriel, aux souvenirs, tout cela aidé par une mise en scène qui est lumineuse. Bref, c'est un film qui ne m'a pas laissé insensible et qui fait un très joli deuxième. Place maintenant au top 1. Avant de vous citer mon top 1, mon film préféré de 2023, je me devais de vous mentionner d'autres films. Choisir seulement 10 films, c'est quelque chose de très compliqué. Les personnes qui me connaissent savent en plus à quel point je peux être indécis. Voici donc une liste complémentaire de 12 films que j'ai particulièrement aimés cette année, qui honnêtement n'étaient pas très loin du top 10 et que je vous recommande chaudement. Je vais les citer pêle-mêle et pour commencer, Dernière nuit à Milan, un polar italien très réussi qui suit la dernière nuit avant la retraite d'un honnête policier. Film avec des personnages un peu moins honnêtes, on retrouve Killers of the Flower Moon. Le dernier Scorsese, malgré une durée peut-être trop longue, arrive à déployer un récit captivant sur cette tragédie américaine. On reste aux États-Unis ensuite avec Reality, un thriller sur une lanceuse d'alerte porté par une bluffante Sydney Sweeney. Le climat y est pesant et la tension présente, un peu comme dans le film français L'amour et les forêts. Il est ici question d'une relation toxique, le film étant très juste dans son écriture et porté par le duo Virginie Fira, Melville Poupeau. Pour changer de ton du côté des blockbusters, j'ai bien aimé cette année Donjons et Dragons, une bonne surprise assez créative et divertissante, et évidemment Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Alors je le trouve un peu moins efficace que Mission Impossible 6, mais ça reste un immense film d'action qui arrive encore à renouveler la saga et à nous proposer des scènes spectaculaires. En stock, je vous conseille aussi Vers un avenir radieux, film au charme tout italien de et avec Nanni Moretti, L'astronaute, l'histoire d'un gars qui construit une fusée dans son jardin et ça fait juste rêver, Emily, biopic sur Emily Bronte, avec en prime une grande prestation d'Emma Mackey dans le rôle titre, ou encore On dirait la planète Mars, une comédie de science-fiction un peu absurde, un véritable petit ovni venu du Québec. Il m'en reste encore 2 à citer, et non, évidemment, je n'ai pas oublié le procès Goldman, qui est une vraie claque, ne serait-ce que pour la prestation d'Harry Wartalter et Arthur Harari, ce dernier qui est d'ailleurs co-scénariste d'Anatomie d'une chute. Le film réalisé par Justine Triet, Palme d'Or à Cannes, fait évidemment partie des grands films que j'ai vus et aimés cette année, et allez le voir avant qu'il nous défonce tout aux Oscars. Bon, ça fait beaucoup de noms, j'en suis conscient, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, OneLookShine, pour avoir des avis un peu plus détaillés sur ces films. Et maintenant, fin du suspense, qui est donc mon film préféré de l'année 2023 ? C'est parti. What was your favorite part? C'est donc à ça que ressemble un chef-d'œuvre. Quasi autobiographique, Steven Spielberg nous raconte ici la jeunesse du jeune Sammy et la naissance de sa passion pour le cinéma. Visuellement, Spielberg nous offre un bijou avec des plans impeccables, une photographie magnifique et j'ai aussi beaucoup apprécié le travail sur la lumière. The Fabelmans raconte surtout l'amour et le rapport qu'entretient Spielberg avec son art, le cinéma. Un hommage qui est ici très convaincant et très puissant car justement intime et introspectif, où on suit tant les premières productions ciné de Sammy que son rapport avec sa famille. The Fabelmans, c'est un film sur une passion racontée par un passionné, nous montrant la force de cet art dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi de plus tragique, avec par exemple le divorce de ses parents qu'il apprend via la caméra. Et après nous avoir montré toute la magie du cinéma, le film nous offre une conclusion sublime juste après la rencontre entre Sammy et John Ford. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting.
When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office. Par un simple mouvement de caméra, le spectateur va sourire et en même temps assister au passage de témoin entre Sammy et Steven. Bref, c'est une conclusion tout simplement brillante, une scène brillante pour un film brillant. Monsieur Spielberg, vous êtes brillant. C'est sur ces belles paroles que se conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à vous abonner et à commenter aussi votre top 5, top 10 de cette année ciné. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une vidéo sur un sujet totalement différent. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.